Bonjour, bienvenue dans la table avec Annabelle. Nous sommes avec Eric et Rachel encore aujourd'hui et nous parlons de confiance, confiance dans les relations parce que nous savons que c'est un élément indispensable lorsqu'on veut construire une relation, des relations qui sont saines. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut bien construire la confiance? Et une grande question se pose, est-ce qu'on donne la confiance? Est-ce qu'on la mérite? Très bonne question, Annabelle. Et je viens de prendre la question d'Aurélie. C'est une question de confiance ici. Hein. Je viens de briser la confiance d'Aurélie. Ça va. Non, tu as donné ta permission. Là. Comme on va parler, c'est ça, de confiance aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire et quelquefois, il y a des relations qui ne vont pas bien. Et en fait, on peut essayer de régler tout un tas de choses, mais finalement, c'est un problème de confiance. Et quelquefois, on a du mal à l'identifier parce qu'on ne pense pas tous la même chose quand on pense confiance, ne serait-ce qu'avec cette question, est-ce qu'on la donne, est-ce qu'on la mérite, etc. On n'a pas tous le même rapport à la confiance, mais par contre, quand on fait confiance à quelqu'un, ça produit toujours quelque chose de bon, et quand on ne fait pas confiance à quelqu'un, ça produit aussi quelque chose qu'on en ait conscience ou pas. Oui. Alors aujourd'hui, c'est ça, on va parler mais de toutes les relations, que ce soit au sens très large, et puis aussi dans le couple, mais pas que, parce que on peut avoir confiance en des gens qui nous sont totalement inconnus, et pourtant, ça va créer, ça crée une base pour une relation, et quelquefois on se dit, en fait, la confiance, c'est juste pour mes proches. Mais on peut pas, ça s'applique pas qu'à des relations très lointaines. La confiance est un pilier, en fait, dans le relationnel, et on ne peut pas vivre l'interaction à tous les niveaux, quels qu'ils soient, sans confiance. Je dirais même que si on prend un pas de recul, les sociétés sont basées sur un niveau de confiance et vont évoluer différemment selon la confiance qu'il y a. Et moi, j'étais souvent surpris, par exemple, quand on a déménagé aux USA et qu'on est entré dans la maison qu'on a pu acquérir à un moment donné. On a le camion qui recule avec tous nos meubles dedans, etc. On connaît personne dans le voisinage. Et on a le voisin de droite qui arrive. Et je crois qu'il s'appelait Jeff, il me semble. Jeff. Et il arrive, il nous dit ouais. Bonjour, comment vous allez, tout ça. Voilà le code de ma maison. Je suis pas souvent là, mais si vous avez besoin d'outils, rentrez chez moi quand je suis pas là. Et puis de toute façon, je connais le code aussi de la vôtre, donc je pourrais rentrer. Je dis, mais c'est qui celui-là? Et en fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il nous donnait, il avait confiance en nous. Et il avait tellement confiance en nous qu'il ne nous connaissait pas du tout qu'il nous laissait même entrer dans sa maison. Et on arrivait dans une société que l'on ne connaissait pas, dans l'Ouest américain. Et la confiance est une donnée de base. On voyait des voitures avec le moteur qui tournait, les clés dessus, personne dedans. À l'époque, les gens faisaient leurs courses dans le supermarché et les voitures étaient ouvertes, les maisons étaient ouvertes, les portes étaient ouvertes. Il n'y avait que vous, en tant que Français, qui vous disiez... On disait, on pourrait voler cette voiture. Parce que nous, la première chose qu'on a fait, c'est changer le code de notre maison. Donc, la confiance, c'était une donnée de base à l'époque, dans le coin du monde où on s'était installé. Ça a changé d'ailleurs, mais pour nous, c'était pas du tout acquis qu'on le faisait confiance à ce gars-là. Même le fait qu'il nous dise de rentrer chez lui, jamais... Il avait l'air même suspect. On se serait permis. Oui, presque, oui. Parce que qu'est-ce que tu vas dire? On n'a pas confiance en ce que tu vas dire si on rentre chez toi quand t'es pas là, en fait. Tu vois, la confiance, elle était chez lui. Elle semblait culturelle. Et pour nous, c'était pas du tout un acquis, en fait. Il a fallu qu'on apprenne à se connaître et qu'on réalise qu'effectivement, ce qu'il disait voulait bien dire ce qu'il disait. Et le niveau de confiance dans une société, ça permet aussi, je pense, c'est un des éléments qui nous permet de définir le niveau de bonheur d'une société, le niveau de satisfaction dans la vie des gens, parce que quand la confiance est là, même avec des étrangers, parce que c'est un acquis où tout le monde se fait confiance dans tel ou tel domaine, je pense, on continue sur cet exemple-là, en fait, c'était une base, une fondation de la société de l'Ouest américain où on entrait. Tout le monde avait confiance par défaut. Et là, pour nous, c'était vraiment un truc complètement nouveau, quoi. Ouais. Par défaut, c'est clair. Mais quand nous, on est arrivés au Canada, moi, j'ai trouvé que c'était un peu pareil. Et quand j'étais allée en Suisse aussi, pourtant la Suisse était proche de la France, mais tu sentais un climat de confiance et de sécurité qui était, je trouvais, complètement différent d'en France. Mais moi, dans ma mentalité, mais quelqu'un peut voler, quelqu'un peut profiter du système. Et eux, ils se disent, mais pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de penser à ça? Je ne sais pas, parce que chez moi, là où
j'habite, si on fait ça, tu retrouves pas tes affaires. Et moi, j'ai déjà perdu des choses au parc quand Eden était plus petite. Et je retourne le lendemain, je retrouve le pull exactement au même endroit. Parce que personne n'a eu l'idée de le prendre. Parce que quelqu'un s'est dit, ça a été oublié. Aujourd'hui aussi, c'est un petit peu changé. Les magasins laissaient leur devanture aussi. Et tous les Français qui venaient, c'était tous les mêmes questions. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Mais il n'y a personne qui vole. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est vrai que moi, j'ai vu qu'il y avait cette perte de confiance où c'est de plus en plus sécurisé et les gens se font de moins en moins confiance. Pardon, Mabel. Je pense qu'il y a des définitions qui ont évolué aussi. Parce que quand on a connu, on décrit le même niveau de confiance inné en fait chez les gens, c'est parce que la propriété a une définition de c'est à moi, tu le prends pas quoi. Et je pense que c'est une des bases de la réflexion sur la confiance, c'est qu'est-ce qu'on met derrière les mots. Ce qui est à moi dans ce niveau de confiance élevé. Pas ce qui est à toi devient une bénédiction si ça devient un mien. Enfin, si je passe par là et que tu as oublié ton truc sur ton manteau. Merci. Voilà, merci Seigneur, un manteau. Et il me va. Et on a des définitions qui évoluent. Quand on a la même définition du mot, de la propriété par exemple, ça viendra personne à l'idée de prendre un truc qui n'est pas à toi. C'est ça, la définition de ce qu'on met derrière les mots est importante. Pour rebondir sur ce que tu dis, je pense qu'il y a aussi je ne veux pas être polémique, mais la religion qui est acceptée par la communauté en général va aussi avoir une influence sur le niveau de confiance. Alors, en Amérique du Nord, la religion anglo-saxonne, c'était d'une manière dominante le protestantisme. Mais moi, je me rappelle quand on a vécu en Alsace avec Rachel pendant 5 années, on a travaillé avec des communautés ménonites. Et les Ménonites en Alsace étaient connus quand ils allaient dans le passé vendre leur blé, c'était souvent des agriculteurs. Même les gens non chrétiens autour, ou non ménonites plutôt autour, avaient pour habitude de ne jamais recompter le poids du blé qui était vendu. Ils demandaient, repeser. Quand ils demandaient aux ménonites combien vous avez, s'ils disaient j'ai 3 tonnes et demie, tout le monde savait que non seulement il y avait 3 tonnes et demie, mais en plus il y avait un petit peu plus au cas où il serait tombé du blé pendant le chemin ou autre, juste pour être certain. Donc en fait il y avait une telle probité de la parole d'un ménonite, la confiance était acquise et gagnée parce qu'elle avait été prouvée au cours des années et des siècles. Donc on ne contestait jamais ce que le ménonite disait. La confiance était là, tu dis qu'il y a 3 tonnes et demie, c'est bon, on signe et tout va bien, on te fait confiance. Et donc pour rebondir sur ton introduction, c'est quelque chose qui avait été acquis par le témoignage des années. Dans la culture au Colorado, au Canada, dans la culture des Ménonites, c'est quelque chose qui était acquis par le témoignage. Mais elle peut être brisée, en fait. Si un jour, un petit filou se dit « où je vais profiter de la bonne réputation » c'est ça. Et commencer à arnaquer, la réputation d'un seul coup, si d'un seul coup je me mets à, par hasard, je repèse mes 3 tonnes et il n'y en a pas 3,5 mais 3,2, d'un seul coup, la confiance est brisée en une seconde. Elle se construit sur des années et des années, et en une fois, elle se brise pour tous. C'est pour tous, en fait, parce que d'un seul coup, on devient suspicieux de tout le monde. Tu vois. C'est peut-être ce qui s'est passé là, dans notre vécu à tous. Et là, on parle dans le cadre du coup d'affaires, de business, mais si on parle dans un cadre professionnel, employeur-employé, la confiance va être clé dans la relation. Et tu vois, par exemple, il y a des employés qui vont user faussement de genre maladie. On va dire ça. Ah, j'étais malade, finalement, tu vois, sur les réseaux sociaux. T'avais l'air en forme ce jour-là, quand même. Ah non, mais je suis désolée, c'est vrai, je m'excuse, j'ai exagéré, etc. Voilà, l'employé s'excuse, il a peut-être un avertissement. Ça se repasse une deuxième fois. Non, mais fais-moi confiance, etc. Dans ces cas-là, dans un milieu purement professionnel, si l'employé a été pris 1, 2, 3 fois en train de pas être très honnête, comment est-ce que un employé peut gérer ça, ou comment l'employé peut regagner la confiance de son patron? Les mots ne suffisent pas, en fait. Il faut des actes, des faits et du temps pour regagner la confiance. Si c'était un de nos employés, ce qui se trouve qu'on a des employés dans une partie de notre vie, et qu'il fasse ça, je demanderais des preuves, en fait. Des preuves de maladie, un certificat médical, et puis au bout d'un moment... Alors que la première fois, tu pourrais dire oui, t'es pas en forme, chez toi. Après, je demanderais des preuves,
Et puis, s'ils me disent, mais pourquoi tu ne me fais pas confiance? Parce que tu as brisé la confiance une fois, en fait. Et après, la notion de constance dans la durée. Est-ce que ça tient sur dans la répétition, une fois que la parole a... Dans le passé, on faisait un accord en se serrant la main. Et quand on avait serré la main de quelqu'un, il y a des cultures où c'est encore vrai, heureusement, même si elles doivent être rares aujourd'hui, mais on serrait la main, c'était un engagement... On ne pouvait pas violer cet engagement. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a perdu ce genre de valeur. Et donc, dans la durée, la répétition dans la durée de « OK, tu as dit, et ce que tu as dit était vrai, et tu l'as prouvé », c'est comme ça que la confiance, entre autres, peut se reconstruire, je pense. Mais est-ce que ça fonctionne sur les petites choses? Par exemple, je te rappelle dans 5 minutes. Mais finalement, c'est dans 2 heures. En fait, ça dépend où est-ce qu'on met le curseur. Et c'est pour ça que c'est important, je pense, de définir à l'avance qu'est-ce qu'on met derrière les mots. Parce que si toi, tu me dis, si moi je te dis je te rappelle dans 5 minutes, je te rappelle dans 4 minutes 55. Parce que pour moi, et pour nous, l'heure, c'est important. Avec les personnes qui travaillent avec nous, on leur a dit, il faut que tu arrives à l'heure, c'est-à-dire tu arrives 10 minutes avant l'heure. Et avant pour que tu démarres à l'heure. Avant qu'on les précisé, en fait, notre employée, la première semaine, elle arrivait pile à l'heure. Nous, on était choqués. T'arrives pas pile à l'heure. Et donc, on a dû lui dire... Je suis à l'heure. Oui, c'est ça. Mais on n'avait pas mis la même définition derrière. Oui. Et pour... Aurélie, on ne travaille pas tout le temps ensemble, donc tout va bien. Aurélie n'a pas la même définition d'être à l'heure. Mais du moment qu'on sait ce qu'on met derrière, en fait, et maintenant, elle a compris, parce qu'on lui a dit... S'il te plaît, pour nous, être à l'heure, c'est t'arrives 10 minutes avant. Donc, tu vois, pour répondre à ton exemple, si tu me dis, je te rappelle dans 5 minutes, puis que tu me rappelles jamais, je me dis, est-ce que sa parole est de confiance? Parce que la valeur temps pour moi est très haute. Maintenant, peut-être que la valeur précision pour toi est très haute et que j'aurais besoin d'être précise dans un chiffre que je te donne. Tu vois, on a besoin de connaître les définitions de chacun. Donc, pour savoir ou construire ou travailler sur une relation de confiance, prendre le temps de mettre les bonnes définitions, ça va nous gagner du temps et surtout éviter de la douleur. Je pense que ce que tu as soulevé est très intéressant, Aurélie, parce que la parole donnée, c'est le premier niveau où on peut malheureusement rompre la confiance sans s'en rendre compte. Parce que si on garde l'idée du temps, quand on n'a pas la même définition du temps, d'un côté, quand c'est pas respecté comme l'autre l'aurait compris, on va se dire, OK, sa parole, elle m'a donné sa parole, mais ça n'a aucune valeur. Et la confiance vient d'être entamée. Et en fait, c'est un manque de définition des termes. Mais souvent, le non-respect de la parole donnée, c'est là que le manque de confiance va commencer à s'installer entre deux personnes. Est-ce qu'on peut catégoriser la confiance dans une relation? Bon, on va prendre ton exemple. Tu t'es lancée toi-même, Aurélie. Écoute, non, par exemple, si Aurélie me dit, j'arrive à 9h. Je peux ne pas lui faire confiance sur le fait qu'elle arrive à 9h, mais je peux avoir confiance en elle bien sûr. Pour tout le reste. Mais ça peut être le domaine. J'ai pas confiance. Oui. Mais ça n'en fait pas d'elle une personne qui n'est pas digne de ma confiance. Absolument. Ça allait forcément se retourner à toi. J'aurais pas... On vient d'avoir une réconciliation sur le plateau en direct. Non, mais c'est très important. En fait, ça peut être catégorisé par domaine. Et simplement parce que tu as une définition de l'heure qui est différente. Voilà, du moment que tu sois prête sur le studio magnifiquement. Nous avons les montres, tu as le temps. Et non, c'est tout à fait par catégorie, surtout pour des relations un peu plus éloignées. Mais parce que tu sais, quelquefois, je pense qu'on peut tout. Il y a eu un domaine où la confiance n'a pas été optimisée et du coup on jette toute la relation, mais on a le droit, et puis c'est pas une mauvaise chose que d'établir que là c'est pas une zone où je confierai ma vie, mais peut-être que celle-là oui. Bien sûr. Et tu disais quelquefois on peut perdre la confiance sans même s'en rendre compte. Et c'est là où on rentre dans quelque chose qui peut être délicat, parce qu'en fait, mettons, quelqu'un a perdu confiance en moi. Et sa manière dont il va me traiter, la manière dont il va vivre la relation va être différente. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai pas confiance en fait que j'ai perdu j'ai pas conscience que j'ai perdu la confiance de cette personne-là. Donc comment est-ce qu'on peut sortir de ça, parce qu'en fait ça, je veux dire, on va atteindre un plafond. Souvent, par exemple, si la relation ne se développe pas après, on va rester sur une mauvaise impression et on va mettre une étiquette sur la personne. Voilà, cette personne m'avait dit ça s'est jamais arrivé. Cette personne ne tient pas parole. Cette personne, je peux pas avoir confiance en elle. Et parce qu'on va s'arrêter dans la relation. Par contre, si la relation
continue, il va falloir reparler de l'incident. Quand tu as dit ça, en fait, tu voulais dire quoi exactement? Ah, j'avais compris ça différemment, pardon, excuse-moi. Souvent, ça se règle en fait en quelques mots, mais il faut avoir le courage de dire, écoute, quand il s'est passé ça, tu pourrais m'expliquer ce que toi tu pensais, parce que moi, voilà ce que j'ai compris et j'ai eu le sentiment que... Mais ça demande que l'on ait envie de poursuivre la relation. Sans avoir une conclusion avant d'avoir eu la conversation, en fait. Et parfois, il y a des gens charismatiques. Donc, quand tu vois, ils t'inspirent confiance. Tu n'as jamais eu une relation avec cette personne-là. Mais comment on fait pour devenir comme ça? Pour devenir une personne en qui on fait confiance alors que tu n'as rien prouvé. Comment tu peux faire illusion que tu es une personne de confiance? Ça joue sur les entretiens d'embauche, ça joue sur tellement de choses. La confiance en soi, on va pour traiter ce point-là, le fait d'avoir confiance en soi-même dégage de la confiance au niveau de l'autre. En fait. Moi, ça, c'est assez communicatif. C'est un truc que j'ai souvent à nos enfants, même à nous deux. Moi, je rentre dans nous, on est des missionnaires, donc on a une vie de luxe sans les moyens qui vont avec. Sans avoir les moyens qui vont avec. On voyage et tout, mais moi, je rentre dans un hôtel de luxe. Je vais peut-être vous faire sourire. Mais on se fait un rendez-vous amoureux par semaine. Tout le monde le sait, la terre entière le sait. Et moi, j'aime bien aller dans des restaurants, dans des hôtels hyper luxueux pour aller manger un gâteau. On prend un gâteau qu'on se partage à deux. Ce que vous ne savez pas, c'est que souvent, on a accès, t'as accès au café. Au café, gâteau, et finalement, c'est pas plus cher qu'ailleurs. Mais le cadre est super. Donc, jamais de la vie, on pourrait s'offrir une nuit. Mais moi, je rentre dedans en me disant, la place m'appartient. et personne ne remet en question ta présence dans cet endroit. Tu te demandes un stylo. Et après, systématiquement, je dis, parce qu'ils vous donnent des stylos incroyables pour signer la carte. Et à chaque fois, je dis, je vous assure que c'est vrai. À chaque fois, je dis, est-ce que je peux garder le stylo, s'il vous plaît? Mais bien sûr, madame. Donc, j'ai une collection de magnifiques stylos. Parce que j'ai confiance. De tous les palaces que j'ai fréquentés. Exactement. Voilà, c'est cela. On a acheté un gâteau qu'on a partagé. La confiance en soi dégage les autres ont confiance en nous. Pas une fois, quelqu'un m'a arrêté en me disant, est-ce que vous êtes légitime dans cet endroit? Pas une fois. Tu vois, moi, je rentre comme si l'endroit m'appartient. Et à part la parole donnée, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent vraiment définir quelqu'un de confiance, à part la parole donnée? Qui suivent sa parole, qui tiennent sa parole. La parole donnée, c'est très, très important. Je pense qu'il y a des actes. Il y a des personnes de qui l'on n'attendait rien, puis tu te retrouves dans une situation difficile. Et d'un seul coup, cette personne dont tu pensais rien va dire, je suis là pour toi. Tu as besoin d'une voiture, écoute, je t'emmène. Tu as eu un problème, écoute, je te donne tant d'argent, puis tu me rembourses quand tu pourras. Des gestes de générosité spontanée ou d'aide spontanée, tu dis, waouh, cette personne-là, je peux avoir confiance dans les moments difficiles. Je m'y attendais pas. Alors que par contre d'autres peut-être de qui on attendait beaucoup puis qui finalement disent non, je peux pas, j'ai pas le temps ou autre, puis on sent bien qu'en fait ils sont pas intéressés. Et la confiance va évoluer à mon sens et se développer, se construire ou se perdre dans ce genre de preuves matérielles. Et dans le cadre de la famille, en tant que parent, tu vois tes enfants qui ne sont pas parfaits, qui vont faire des erreurs et qui vont même répéter ces erreurs. Mais autant un employé, la relation peut s'arrêter d'une façon ou d'une autre, et vis-à-vis d'un employeur aussi. Mais tes enfants, mettons que tu veuilles les garder. Supposons que tu les gardes. Non, j'en change. Je vous le ramène. Ils t'ont menti, droit dans les yeux. Et puis, c'est... Comment est-ce qu'après on fait pour rebâtir cette confiance si l'enfant ne manifeste pas de signes pour qu'on puisse lui redonner sa confiance? Il reste dans son mensonge, il reste dans tout ça. Dans toutes ces relations, quand la confiance a été brisée, on va travailler nous-mêmes sur notre pardon, pour pardonner à l'enfant et même l'enfant devenu adulte, et lui donner une chance de regagner la confiance. Ça se regagne, la confiance. Mais on ne va pas lui redonner comme ça. Non, il va falloir que si tu m'as menti, par exemple, je pense à un de nos fils qui a eu une saison difficile, il a fallu un certain temps avant qu'on lui refasse confiance, qu'on lui redonne de la liberté, il n'était pas encore majeur, dans les horaires, dans le temps, etc., qu'il nous prouve, qu'il nous rachète la confiance, qu'il nous prouve qu'il a appris de ses erreurs, en fait, et qu'on repose des bases, redéfinisse la liberté. En fait, la liberté, c'est restreinte, jusqu'à ce qu'il ait regagné la confiance pour qu'il rachète de la liberté. Ce qui va aider dans le cas d'un enfant, c'est qu'on a un amour inconditionnel pour notre enfant. Donc ça va être une base qui va faciliter, mais la démarche est la même. On ne va pas avoir l'amour inconditionnel pour un collègue de travail, ça c'est différent. Mais il va falloir quand même arriver à pardonner.
Maintenant, pardonner ne veut pas dire, il y a un dicton aux États-Unis, tu m'as trompé une fois, tu es le fou, tu m'as trompé 2 fois, je suis le fou. Ça ne veut pas dire qu'on va se laisser berner. Il faut se rappeler de ce qui s'est passé. Mais on va quand même choisir de pardonner et de redonner une chance. Même si ça va coûter plus, il faut qu'on ait envie. Donner une chance, c'est pas réouvrir les vannes. Non, du tout. Non, on referme les limites, les barrières, on redonne une chance de regagner du terrain. Maintenant, il faut avoir envie que cette relation perdure. On a aussi la liberté de se dire, OK, ça ne m'intéresse pas d'aller plus loin que cette personne. Sauf si c'est ton enfant. Ouais. Bien sûr. Mais si c'est quelqu'un d'extérieur, j'ai aussi le droit, tout en étant chrétien, et ce n'est pas une perte de foi ni quoi que ce soit, de choisir les relations dans lesquelles je veux m'investir ou pas. On n'a pas à être ami avec tout le monde de la même manière. On va aimer de l'amour de Christ chaque personne, mais on va développer des relations avec des personnes de nos choix. Et donc, quelqu'un qui m'aura trompé, je n'ai pas forcément d'atome crochet, je n'ai pas forcément envie de développer la relation, je vais devoir quand même pardonner. Ça, c'est la base, on n'a pas le choix, mais je m'arrêterai là. Parce que c'est sûr qu'après, redonner de la confiance, ça demande aussi un effort et c'est toujours un risque. Donc, il faut aussi savoir être conscient de ce que je fais et de ne pas se dire sous fausse pression chrétienne, je dois donner toute ma confiance à tout le monde, parce que aussi la confiance, c'est pas l'amour. On peut aimer et puis avoir aucun problème avec quelqu'un sans avoir cette relation de confiance. Mais quelquefois, on va vraiment mélanger les deux. C'est pour ça que je trouve que dans le cadre de la famille, que ce soit avec les enfants ou d'un mari, d'une femme, c'est plus difficile parce que on veut rester, si on veut rester dans cette relation, on va devoir faire le choix de refaire confiance. Mais c'est dans ces cas-là, comment rebâtir la confiance? Là, on parlait du point de vue du parent, mais là, du point de vue de l'enfant ou de n'importe quelle personne qui avait perdu la confiance, quelquefois la personne peut se sentir aussi... Ah mais c'est dur, j'y arriverai jamais, c'est injuste. Si vraiment vous m'avez pardonné, pourquoi est-ce que vous me faites pas confiance en fait? Ouais, c'est des conversations qu'on a régulièrement avec différents groupes. Comme tu dis, quand on est dans une relation où on choisit de rester dans la relation, parent-enfant, couple. S'il n'y a pas une situation de danger, évidemment, comme toujours, s'il y a une situation d'abus spirituel, psychologique, physique, financier, on fait attention. Mais si on est dans une situation où on va pouvoir choisir de reconstruire et on veut rester ensemble, et on vous le souhaite, la personne qui a brisé la confiance ne peut pas payer toute sa vie. Un enfant qui... je pense à ce fils en question, là, je ne vais pas le nommer, mais aujourd'hui, il a toute notre confiance, mais dans tous les domaines, financier, le temps, tout ce qu'on veut. On lui fait confiance à 100% et on n'est pas resté bloqué dans le moment où il a brisé notre confiance. Parce qu'on lui a donné un temps, un délai, pour avoir l'espace de reconstruire. Donc, il faut une notion de temporalité. Mais c'est quoi ce temps-là? Est-ce que alors le temps on peut le diminuer. Alors c'est très intéressant. En fait, le temps on le choisit par rapport à la faute, à la gravité de ce qui s'est passé. Selon ce que toi tu as le sentiment, puisque toi aussi tu as besoin de temps. Tu as besoin de temps pour guérir, tu as besoin de temps pour choisir est-ce que je redonne ma confiance ou pas, ou est-ce que je veux le faire. Tu as besoin de temps pour pardonner. Donc tu as aussi les talons qui va mesurer, OK, avec cette personne-là, si elle a peu d'importance, ça peut se faire peut-être plus vite, mais à quelqu'un qui vraiment a du sens dans ta vie, etc., c'est toi qui vas évaluer le temps dont tu auras besoin. Par exemple, si cet enfant, ado, a menti pendant 4 mois, je peux décider que pendant 4 mois, je vais regarder ton téléphone tous les jours. Je te demande de m'appeler quand tu quittes l'école, avant de rentrer, pour savoir que tu as 15 minutes de trajet, que tu ne vas pas aller traîner avec les copains. À l'avance ou alors c'est que par rapport à ce qui se passe dans ton cœur, par rapport à la personne, là tu sens que là c'est bon. Alors, une fois que la confiance a été brisée, qu'il y a une demande de pardon, que tu as fait toi le travail de pardon, on s'assied, on dit comment est-ce qu'on va faire pour reconstruire la confiance. Je pense que ça vaut le coup de mettre des mots dessus. C'est une étape qui vient après, en fait. Et avant de se présenter avec le fils, on va garder cet exemple-là, de réfléchir à dire, écoute, pendant 4 mois, je vais mettre des conditions très serrées pour moi, que j'ai le temps de guérir et que toi, tu aies le temps d'apprendre ce que tu dois apprendre et de racheter la confiance. Mais ça va durer 4 mois. Et pendant 4 mois, voilà des conditions très strictes. Toute ta vie, je ne vais pas te demander de m'appeler quand tu quittes l'école. Mais pendant les 4 mois, je te demande de le faire. Et parce que je veux être sûre que tu ne vas pas traîner avec des gens qui ne sont pas bons pour toi, par exemple.
Et donc, la personne qui a brisé la confiance, c'est rassurant quelque part parce que tu te dis, je me concentre pendant 4 mois sur quelque chose de très strict, mais je sais qu'après, maman, papa vont me redonner complètement la confiance. Parce que autant, pour regarder l'exemple, autant lui que nous avons besoin que la confiance soit rétablie, que ce ne soit pas constamment quelque chose qui reste dans l'arrière de notre esprit. Est-ce que ça va recommencer? Ça, c'est invivable et pour lui et pour nous. Et donc, supposons qu'après les 4 mois terminés, on peut raccourcir ce temps, mais on ne peut pas le rallonger. On ne peut pas dire « Oh non, finalement, je rajoute un mois ». Même s'il y a eu un écart. Alors là, s'il y a eu un écart, c'est différent. S'il y a un écart, on remet le compteur à 0. Oh. Eh oui. Oui, mais ça encourage à ne pas faire d'écart. Mais en même temps, quand tu apprends à marcher, des fois, tu tombes. Donc, si tu tombes, il y a une différence entre... j'ai fait un détour exprès, je t'ai pas appelé exprès parce que j'avais envie de voir tel groupe, ces amis-là, ou alors, oups, pardon, mon téléphone était déchargé, j'ai pas pu t'appeler, mais j'arrive tout de suite et je te dis, mon téléphone était déchargé, j'ai pas fait exprès. Il y a une différence. Mais si je fais exprès de laisser mon téléphone se décharger pour aller voir les amis, là, je suis désolée, mais le compteur repart à 0, tu vois. Et ça, c'est des conversations à avoir au moment de l'établissement du contrat. Et quand on en parle à Jésus, etc., en général, le Seigneur, il nous le montre à un moment donné. Ouais. S'il y a de la filouterie et qu'en fait, il y a des détours de prix qui ne sont pas confessés, à un moment donné, le Seigneur est toujours du côté des parents. Désolé, les enfants qui écoutent, mais à un moment donné, on va le deviner, on va surprendre quelque chose, le Seigneur va nous le montrer. Mais le fait de structurer comme ça, en fait, nous a aidés et aide les personnes qui ont besoin de gagner la confiance à nouveau ou de la donner à nouveau. Parce qu'il y a un chemin qui est tracé, une finalité, et ensuite on redonne la confiance. Peut-être même avec un symbole. Est-ce qu'on peut se permettre de le faire aussi dans les relations amicales? Parce que beaucoup de gens se sont sentis trahis dans leurs amitiés et ça cause beaucoup de... Ça peut causer beaucoup de blessures et qui après se répercutent sur toutes les autres relations d'ailleurs. Mais quelquefois on ne sait pas comment gérer les relations amicales parce que ce pas des relations obligatoires. Comme tu l'as dit, on choisit, on choisit nos relations et du coup, quelquefois, on peut se retrouver plus dans le domaine de l'amitié. Et moi, j'aimerais qu'on puisse retravailler, rebâtir notre confiance. Mais s'il y en a un des deux qui n'est pas d'accord, mettons un des deux qui dit « Ah non, écoute, là, c'est trop compliqué. Écoute, soit on passe à autre chose, soit voilà, on arrête là. » Je pense qu'il y a un besoin de réciprocité. Une relation ne peut pas être forcée sur quelqu'un qui n'en veut plus. La confiance non plus. Et la confiance non plus. Donc, ça va dépendre aussi des personnalités. Il y a des types de personnalités qui vont tourner la page sur les gens. Et puis, c'est comme si la personne n'existait plus. Donc, pour eux, ça ne va pas avoir grande importance. Confiance, pas confiance. J'ai tourné la page. La relation est terminée. Ça s'est mal terminé. Peu importe. Et ils vont oublier. Pour d'autres types de personnalités, ce que tu dis va être une nécessité, même si on n'est pas très proche, mais j'ai besoin qu'on soit en paix quelque part. Donc là, mais il faut qu'il y ait une réciprocité de toute façon. Si l'autre personne n'en a aucune envie, on ne peut pas le forcer. On dit, écoute, je vais travailler, moi, dans mon cœur, que je pardonne à cette personne ce que j'ai ressenti, vrai ou pas, mais du moment que j'ai ressenti une blessure, je dois pardonner. Même si on pourrait en discuter après que ce n'était pas l'intentionnalité de la personne de me blesser, mais si j'ai été blessé, je dois quand même pardonner. Puis après, soit il y a une relation parce qu'il y a un désir de relation de l'autre côté, soit la relation s'arrête là et c'est OK. Il y a des personnes qui redonnent confiance plus facilement aussi. Là, quand je dis 4 mois, il y en a peut-être qui sont en train de hurler, mais il ne faut pas 4 mois pour faire confiance à quelqu'un. C'est pour certains types de personnes, oui. Et dans les amitiés, si moi j'ai besoin de reconstruire la confiance, puis que l'autre, il s'en fiche complètement, peut-être que mon niveau d'amitié va changer. On en parlera vendredi, mais peut-être que la personne va changer de catégorie en fait. Parce que j'ai besoin de me sentir en confiance avec quelqu'un qui est proche de moi. Si je te vois une fois de temps en temps, Aurélie qui n'a pas la même notion d'heure que moi, ça ne nous affecte pas notre relation du tout. Parce qu'on n'est pas au quotidien. On ne travaille pas ensemble. Et c'est travail pour elle. Le surnom de mon épouse, c'est Big Ben. Big Ben, voilà. Si tu travailles avec moi dans l'équipe, je vais juste travailler ta patience. Je veux être ta sanctification. Je veux dire, ça n'affecte pas du tout notre relation, ni l'estime que j'ai pour toi. Pas du tout. Tu vois, ça dépend où est-ce que tu situes la personne aussi. Dans le travail au quotidien. Et, donc, les attentes, on va en parler vendredi, mais nous permettent de nous jauger la confiance. Et là, si on va dans le cadre du couple, dans le cadre du couple, alors quelquefois, on va entendre toutes sortes d'histoires, des plus grosses aux plus petites. On peut parler dans un cas d'adultère où la confiance a été totalement brisée et qu'il y a de l'espoir. D'ailleurs, on avait fait toute une série ensemble sur l'adultère dans Parole de Femme que je vous recommande. C'était une série de 5 émissions. Et donc, si vous en avez besoin, allez dans Parole de Femme.
femme. J'ai encore des gens qui m'en parlent de cette émission. Récemment, il n'y a pas longtemps. Mais c'est un vrai outil, en fait. Mais quelquefois, c'est dans les petites choses. Oui. C'est de dire, écoute, moi, j'aimerais bien que tu m'aides, que oui, ok. Et puis, le lendemain, il se passe rien. J'aimerais bien que tu m'aides. On a encore la même conversation et il se passe rien. Ou j'aimerais que tu arrêtes de me parler comme ci, comme ça. Ok. Et dans ces cas-là, on se dit, la confiance, elle est aussi érodée à cause de ces petites choses. Et se dire, mais est-ce que je peux avoir confiance s'il n'y a pas de changement? Dans le couple, la confiance, c'est de l'oxygène. Dans le couple, il y a plusieurs niveaux d'oxygène. L'amour, la confiance, le pardon et le fait de prendre soin l'un de l'autre, comme Dieu nous a créés, en fait. Donc, c'est indispensable de travailler sur la confiance. Et peut-être qu'on ne peut pas tout attaquer d'un coup, tous les domaines, mais les exemples que tu donnes, c'est si tu me dis que tu vas m'aider à faire la vaisselle puis que tu ne le fais jamais, s'il te plaît, mets une alarme dans ton téléphone pour te souvenir qu'il faut faire la vaisselle parce que j'en ai besoin pour avoir confiance en toi. Et là, ça veut dire qu'il ne faut pas que je reste avec ce ressenti. J'ai un ressentiment. J'arrive pas à faire passer le message. Je lui dis fais-le, puis il le fait jamais ou autre. À un moment donné, il faut pas. Il dit qu'il le fait, puis il le fait pas. C'est ce qui est. Mais c'est pas la peine de me le répéter tous les 6 mois. J'ai dit que je le ferais. Mais en fait, il y a besoin de ne pas avoir de tabou dans le couple pour que la confiance puisse être travaillée. Un tabou en général, si on se dit je veux pas avoir mal, si je lui en reparle, il va encore oublier, ça va me faire mal, ou je veux pas lui faire mal à lui ou à elle, c'est-à-dire pas faire mal à l'autre. Et donc on choisit de mettre ça sous le tapis, on n'en parle plus. C'est comme ça que ça s'infecte en fait. Ok. Non, parce que je pensais que, justement, vu que dans beaucoup de cas, c'est ça, c'est que, je comprends que cette personne, c'est pas son truc, mais je passe à autre chose. Pour moi, je pensais que c'était bien, en fait. Sauf que ça s'infecte. Dans le cadre du couple, le tabou commence toujours par quelque chose qui semble bien. Je veux pas avoir mal ni faire mal. Alors, on est tous d'accord avec ça. Sauf que en le mettant sous le tapis, ça va jamais être traité, ça va jamais guérir. Fondamental. C'est quelque chose de fondamental. Je lui ai demandé de fixer cette ampoule et ça fait 3 fois que je lui demande et c'est toujours pas fait. En fait, il va falloir prendre son courage à 2 mains. Surtout quand on est un jeune couple, au démarrage, on se dit comment ça va se passer. Et on se dit voilà. Mon amour, et puis on prépare le terrain avec un café ou autre, et je voudrais comprendre ce qui se passe parce que, tu vois, pour moi, ça me blesse. Je t'ai demandé 3 fois de changer l'ampoule électrique et tu l'as pas fait. Est-ce qu'on pourrait en discuter? Parce que quand tu ne le fais pas, je ne me sens pas aimée, par exemple. Ou alors la menace. Tu vois, mais quand ça se répète, alors que tu as pris le temps de faire le café et tout, c'est là où la personne peut se sentir encore plus blessée. Et puis ça devient irritant parce qu'on en parle, ça peut virer en dispute. Là, il est certain que si, malgré cela, le comportement ne change pas, c'est sûr que là, la blessure va devenir de plus en plus profonde et la confiance va être brisée. Donc, c'est le mot final. Ne regardez pas ça. Là, il y a un gros travail à faire après. Ne regardez pas ça comme un détail, en fait. Ce sont des petites additions de pièces de puzzle qui construisent la confiance. Et donc, des fois, les couples se disent on va travailler sur les grands points. Travaille sur les petits, en fait. Déjà, change l'ampoule ou fais le repas ou, je sais pas moi, assure-toi que le linge soit repassé. Ou j'en sais rien. On parle de tâches ménagères, mais ça peut être quelque chose d'autre. Sois prêt à l'heure pour partir à l'église, par exemple. Il faut acheter une deuxième voiture. Voilà. Moi, j'ai des solutions qui coûtent cher. Mais peu importe les sujets de tension, mais tu prends tes petits sujets de tension, les petites irritations, et on travaille dessus, et ça construit la confiance. Avant de se dire, si jamais un de nous deux commet l'adultère, on y travaillera. Que Dieu vous en préserve. Si jamais vous êtes cette situation-là, vous allez regarder les émissions qu'on a faites à ce niveau-là, mais la confiance se construit dans les petits détails. Le fait de dire, puisque c'est important pour toi, je vais y travailler. Ça, c'est de l'amour, en fait. Je comprends que pour moi, c'est pas naturel de penser à l'ampoule, j'en sais rien. Mais si pour toi, c'est important, je vais le faire. Mais est-ce qu'il y a des zones, justement, où on peut, un peu comme je disais tout à l'heure, en rigolant, que, je sais que toi, à ce niveau-là, ça ne fonctionne pas, et puis on fait autre chose, complètement, pour ne pas tomber toujours, justement, dans ce côté où... je t'en ai déjà parlé 10 fois, mais ça ne change pas. Il y a des quelques petites... Enfin, ça dépend comment ça m'affecte. Il y a des domaines où, en fait, ça m'est égal. Et si ça m'est égal, on peut changer. Il faut choisir ses batailles. Voilà, c'est ça. Chaque couple va trouver un équilibre. Ton exemple de voiture nous a fait sourire, mais ça peut être une solution. Pourquoi pas si effectivement, si c'est pas une bataille qui soit capitale dans la confiance dans ce couple-là. On a 2 voitures. Écoute, tu arriveras à l'église quand tu arriveras. Moi, j'y vais. Est-ce que c'est OK avec toi? Si c'est OK pour les 2, ça marche. Parce que
la construction du couple, c'est aussi mettre de l'eau dans son vin, faire des concessions. Absolument. Pour un autre couple, nous par exemple, ne pas partir ensemble, ce serait même pas concevable. On le faisait à un moment donné quand moi je fermais l'église et des choses comme ça, parce que Rachel avait les enfants, mais sinon, si on peut, on veut être ensemble dans le trajet, on discute et autres. Donc là, il faudra qu'on trouve une autre solution que celle que tu proposais, mais qui peut être OK pour un autre couple pour qui c'est pas important. Et c'est une question d'oxygène. Si, je vais vous donner des exemples de repassage. Et pour Eric, repasser ses chemises, c'est de l'oxygène. Si je le fais pas, tu te sens pas bien. Je peux pas, une chemise de froissée, je peux pas. Et puis, voilà. Donc, voilà. Mais par contre, à un moment donné, le luxe, ça serait que je repasse les draps. Mais... Non, j'ai abandonné ça. Voilà. Eric, il a laissé tomber ce combat parce que c'est pas de l'oxygène. Mais les chemises, ça titille. Mais les chemises, c'est un truc... certains pourraient dire, t'as qu'à apprendre à repasser tes chemises. Oui, certains pourraient ça peut être une solution aussi. Mais que ce soit mon amour qui le fasse, c'est important. C'est un exemple tout bête, mais tu vois, les draps, Eric a laissé tomber parce que qui repasse des draps de nos jours. Mais je sais que pour l'oxygène, non. pour Eric, la chemise, c'est de l'oxygène, donc je le fais. Tu vois, et pour et rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais rapidement, par rapport au couple, en cas d'adultère ou vraiment ou un événement majeur où la confiance a été brisée, on parle aussi d'un contrat de confiance. Vous en avez un peu parlé dans le cas des enfants, mais comment est-ce que ça fonctionnerait? Voilà, donc en cas d'adultère ou quelque chose de majeur, on vous conseille une aide extérieure pour pouvoir justement mettre en place un contrat de confiance. Et le contrat de confiance avec la même notion. Et ça implique vraiment que les deux parties soient partisanes, elles ont envie de reconstruire. Et que s'il n'y en a qu'un côté des deux qui veut reconstruire, ça ne marchera pas. Et donc dans le contrat de confiance, on met une date de fin et des étapes. Des actions pratiques que celui hors qui a de l'ordinaire, qui sortent de l'ordinaire, qui sont extraordinaires au sens propre, c'est-à-dire qui vont aller au-delà de ce que l'on a besoin dans la norme de la vie quotidienne. Et c'est pour ça qu'il faut une personne extérieure pour pouvoir dire là t'exagères ou là c'est raisonnable, etc. Donc avoir quelqu'un, parce que quand on a été blessé, on risque d'être réactif. Parce qu'on a besoin d'être plus rassuré. Oui. C'est ça la normale. Donc et aussi pour la durée dans le temps, il faut que quelqu'un nous aide à ce que ce soit pas excessif. Raisonnable. Et donc ensuite les deux s'engagent, c'est-à-dire que voilà. Quand tu auras fait tout ça, je vais pendant tant de temps, je m'engage à te redonner ma confiance après. Et le redémarrage de la confiance est magnifique puisque l'histoire du couple ne retourne pas en arrière en permanence à la faute, mais à la confiance redonnée. Ça donne un vrai nouveau départ. Et là, on encourage les couples à avoir une petite... Quand la confiance, le contrat est terminé dans le temps et qu'il a été respecté, à avoir une petite cérémonie, un petit objet. Et chaque fois qu'ils auront un doute ou autre, ils regardent l'objet, ça peut être un petit bijou, ça peut être n'importe quoi. Ils disent non, on ne se souvient pas de la blessure passée et de la trahison, mais on se souvient de la confiance redonnée. Ça change la dynamique en positif. Parce que ni l'un ni l'autre ne peuvent vivre avec cette épée de Damoclès, il m'a trompé une fois, est-ce qu'il va le recommencer? Ou elle n'a plus confiance en moi, comment est-ce que je peux regagner cela? Et c'est possible, hein. On l'a vu dans tellement de situations, tellement de couples, avec un vrai nouveau départ. Où la confiance est totalement restaurée, où il n'y a plus une once de petits doutes quand même. Elle est même plus solide qu'avant, puisqu'elle a été travaillée avec intentionnalité. Et rapidement, encore pour terminer, mettons, il y a eu un cas d'adultère, le mari a voyagé à l'étranger. Et voilà, il y a le contrat de confiance qui a été fait, je redonne ma confiance, mais est-ce que ça veut dire... que mon mari va pouvoir retourner, revoyager et que mon cœur sera léger, ou alors est-ce que je me dis bon bah par contre là ça c'est fini, ça se passe plus. Alors si la confiance est redonnée et que tous les deux sont d'accord, l'un des deux peut recommencer les voyages avec une mise en place de choses qui vont permettre de rester connecté pendant les trajets. Par exemple, on s'appelle tous les soirs. Par exemple, tu mets une photo de moi sur l'écran dans la chambre d'hôtel, où on va mettre en place des choses qui vont nous garder connectés. Mais c'est sûr qu'il va falloir aller étape par étape. Mais si c'est le job du gars, par exemple, c'est un commercial, il est obligé, c'est son travail. Il peut aussi changer de travail, mais sinon, on peut pas, ça voudrait dire que la peur est maintenue quelque part. Alors, on se rappelle bien, la fondation, c'est d'abord le pardon réciproque. D'abord, je pardonne l'offense. Et après seulement, en étape qui vient ensuite, je peux reconstruire la confiance. Mais quand cette confiance a été redonnée, effectivement, ça va être une épreuve de remettre la personne dans les conditions où, par exemple, ça s'était passé. Mais avec des mesures peut-être qui vont permettre de rassurer au démarrage, on peut aller étape par étape. Connecter, en fait. Parce que s'il y a eu adultère, peut-être qu'il y a eu une zone de déconnexion quelque part, en fait. Donc,
en mettant la faute ni sur l'un ni sur l'autre de façon spécifique, mais on va recréer une nouvelle dynamique pendant les voyages. Et là, ma vraie dernière question. Si on est face à quelqu'un qui ne veut vraiment pas redonner la confiance et qu'on a... mettons dans le cadre du mariage, on reste marié, mais on a en face de nous quelqu'un qui dit non, mais moi je pourrais plus jamais te refaire confiance. Comment est-ce que on peut ça va pas durer garder longtemps. son cœur? Ça va pas durer longtemps si les personnes restent mariées, mais qu'il y en a une des deux qui dit je te referai jamais confiance. Il y a fort probablement du non-pardon. Et là, au niveau de la foi chrétienne, ça va se corrompre très vite. Et ce qui est terrible, c'est le que cœur de cette personne va être dévoré. la personne qui risque de dire je ne te ferai plus jamais confiance parce qu'elle a été blessée, donc l'autre a péché. Mais si elle reste dans cette notion de je ne te redonne plus confiance, c'est elle qui pêche maintenant. Et moi, je le dis aux femmes, enfin, il a péché, mais maintenant tu es en danger de toi. Pécher et te retrouver séparé de Dieu, donc ne reste pas. Si on est dans une zone de sécurité, pardonnez et reconstruisez la confiance, c'est la vraie liberté. Bah écoute, c'est un excellent mot de la fin. Je voudrais surtout pas le gâcher. Merci beaucoup. Donc on sera encore là vendredi avec vous. On va parler des différents niveaux de relations, un sujet très intéressant aussi. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans cette émission. Donc je vous encourage à pouvoir la réécouter et éventuellement prendre des notes pour votre propre situation aussi. Et comme je l'ai dit, on a fait toute une série dans Paroles de femmes sur l'adultère. Donc allez-y si c'est une situation par laquelle vous passez, eh bien, je crois que ça va vous donner énormément de clés, énormément d'outils pour que le Seigneur puisse vous aider et pour que vous puissiez aussi poser les prochaines actions. Donc, on se dit à vendredi. Bye bye. J'ai vécu dernièrement une situation très difficile qui m'a amenée à faire du lit pendant plusieurs semaines, pas d'affilée, mais j'ai vraiment vécu un grand temps de burn-out et de dépression suite à une situation difficile. Je suis maman, j'ai 4 enfants, mon mari a dû travailler à la maison, les filles étaient en manque de leur maman, moi je ne pouvais plus me lever. Si je pouvais aller me doucher, c'était une grande victoire. Et pendant ce temps-là, j'ai beaucoup écouté des émissions de MC TV, notamment Prière inspirée, Bonjour chez vous. Et ça a été vraiment des encouragements tout au long de cette période difficile. Et puis, un jour, j'ai eu plusieurs émissions sur la foi et croire dans les promesses de la parole. Et un matin, après une grosse crise suite à... j'arrivais pas à gérer mes antidépresseurs, je me suis dit, c'est terminé, c'est fini. Maintenant, je me lève, je fais mon lit et je marche par la foi. Et j'ai dit, Seigneur, je veux mettre en pratique ta parole. Tu as fait des promesses, eh bien, tu les tiens et moi, j'avance. Et à partir de ce jour-là, c'était le 18 décembre, je n'ai pas rechuté. Je me suis levée, j'ai défait mon lit, j'ai aéré ma chambre, j'ai dit, c'est fini. Et le Seigneur a fait le reste. Donc, merci AMC TV parce que vous m'avez fortifié, vous m'avez encouragé et j'ai pu, grâce à vos conseils et à vos prières, sortir de cet engrenage de la dépression. Alléluia. Si vous êtes comme moi, entendre ce genre de témoignage doit vous réjouir. Et si dans votre cœur, vous vous dites « mais moi aussi, j'aimerais pouvoir contribuer, pouvoir participer, avoir encore plus de vie, être changé, j'aimerais être aussi partenaire, mais que c'est un pas de foi à faire pour vous, eh bien, je vous encourage à mettre votre foi en Dieu, celui qui vous comble de toute grâce, qui pourvoit afin de satisfaire à tous vos besoins et qui donne aussi en abondance pour toute œuvre bonne. Alors, si dans votre cœur, vous avez le désir de pouvoir devenir un partenaire de MCI, eh bien, faites confiance à Dieu. Mettez votre confiance en lui. Et je vous encourage maintenant, je vous invite à pouvoir aller sur emcitv.com/don pour rejoindre la grande famille des partenaires qui donnent pour voir des vies être transformées. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.